Bonjour Yves Madre, vous êtes conseiller du commissaire européen à l'agriculture Dacian Ciolos, en charge précisément de la réforme de la politique agricole commune pour l'après 2013. Merci de nous consacrer du temps pour répondre à nos questions. Ma première question sera: pourquoi la PAC a-t-elle été créée? Bonjour, très excellente question. Et énormément de circonstances. Pourquoi cette PAC et pourquoi cette PAC depuis l'origine? Puisque c'est la politique communautaire depuis maintenant plus de 5 décennies pratiquement. Pourquoi elle a été créée? Il faut se remettre dans le contexte de l'après-guerre. C'est une politique qui a été initialement créée juste en sortie de guerre, quand l'Union européenne devait se reconstruire. Cette après-guerre, c'est une période difficile pour l'ensemble des Européens, une période de rationnement, de pénurie, où il fallait reconstruire une économie européenne, une économie de chaque État membre, ou futur État membre, une économie donc de l'ensemble, et non pas une économie où les États seraient tournés vers eux-mêmes, se replieraient pour essayer de chercher le meilleur qu'ils puissent faire de façon autonome. On a vu avant, malheureusement, dans des épisodes très malheureux de Première et Deuxième Guerre mondiale, ce que donnait l'individualisme et la crainte des uns et des autres, et l'idée forte qui a prévalu dans ces politiques communes de l'après-guerre et dans cette volonté politique très forte alors, a été de mettre en commun des moyens pour faire émerger une économie au niveau européen avec des échanges et non pas avec une frilosité ou une peur de l'autre. Donc, il fallait absolument relever le défi de la nourriture, relever le défi d'une recherche d'autosuffisance et aussi relever un défi qui était le défi d'une économie qui ait des exportations, qui soit riche de devises. C'est pour ça que l'ensemble des Européens, et j'invite les uns et les autres à relire à ce propos les mémoires d'un grand homme européen, français par ailleurs, Jean Monnet, qui est très explicite, et ce qu'il avait en tête à l'époque est encore énormément d'actualité aujourd'hui. Donc chacun a accepté de mettre en commun ses moyens financiers, limités au début, justement pour qu'il y ait de la synergie et qu'on arrive à avoir ce développement de l'agriculture par son infrastructure et avoir des productions qui permettent de nourrir les citoyens européens. Alors vous me direz, la sécurité alimentaire après-guerre, oui, très bien, c'est l'histoire. Est-ce que le problème de sécurité alimentaire est réellement quelque chose du passé? Eh bien, malheureusement, les événements de 2007-2008, les émeutes de la faim dans le monde, les prix qui se sont envolés puis qui sont tombés très bas, nous ont rappelé cruellement que ce n'est pas un problème du passé, c'est un problème très actuel de sécurité alimentaire où nous avons tous ensemble, dans l'Union européenne en particulier, parce que nous sommes une zone de production relativement stable dans le monde, je dirais même la zone de production relativement stable dans le monde, nous avons une responsabilité de production agricole pour répondre aux attentes, aux besoins des consommateurs européens, mais aussi aux besoins des marchés mondiaux, là où les autres pays, et je pense notamment aux pays importateurs pauvres dans le monde, ne pourront pas et ne produire pour eux-mêmes certaines productions. Nous devons approvisionner ces marchés pour en assurer la stabilité et éviter justement que des prix qui seraient très hauts soudainement, très bas ensuite, viennent détruire leurs propres économies agricoles. Alors vous avez fait référence à la période de Jean Monnet, à l'histoire, mais depuis cette période-là, la PAC a-t-elle beaucoup évolué? Je pense qu'on peut être fier d'un élément au moins et qui est indiscutable sur la politique agricole commune. La PAC est une politique qui s'est constamment adaptée à son environnement. Alors, son évolution, elle est très marquée. On parlait tout à l'heure d'une politique agricole commune qui devait remplir un premier objectif, c'était de nourrir la population européenne. Cet objectif des années 50-60 a été largement atteint, puisque on a non seulement nourri la population européenne, mais aussi approvisionné des marchés mondiaux,
à tel point que dans les années 80-90, le succès a dépassé, l'élève a dépassé le maître quelque part, et qu'on a dû faire face à quelques problèmes de surproduction. Il est d'usage de lire encore maintenant, plus de 20 ans, 30 ans après, des histoires sur les montagnes de beurre ou de céréales qui existaient dans les stocks publics communautaires. Il y a eu effectivement un problème de surproduction qui a été traité. On a réformé, on a adapté la PAC justement pour rééquilibrer le marché, pour chercher une adaptation constante et la meilleure possible entre l'offre et la demande, sachant que la production agricole, c'est quelque chose de vivant. Donc on ne maîtrise pas avant, on ne peut pas planifier avant quel va être le rendement et la production qu'on va avoir 10 mois, 12 mois après, par rapport au moment où on plante quelque chose dans le sol ou bien où on fait naître un animal. Mais donc, on a cherché ensuite, à partir des années 90, à améliorer cette adaptation entre offre et demande, à orienter la production agricole vers les marchés. Ça a été l'objet des réformes de 1992 et de 2003 qui ont bien fonctionné. Maintenant, il y a de nouveaux défis auxquels il faut répondre. Il nous faut tous répondre en commun. Ce sont les défis de continuer à produire. On a parlé de la sécurité alimentaire et c'est quelque chose absolument essentiel que nous devons tous avoir en tête. C'est le défi environnemental. Nous devons léguer aux générations à venir un potentiel de production le meilleur possible. Donc c'est le sol, c'est l'eau, c'est la biodiversité. Et dans un contexte où le changement climatique a un effet de plus en plus important sur les modes de production adaptés, sur aussi les conditions économiques, l'environnement économique. On voit que les prix sont de plus en plus volatiles, les conditions économiques sont de plus en plus instables, il faut y faire face. Et dans ce secteur, dans ce contexte, nous avons donc le défi de répondre à ces objectifs et de concevoir pour l'avenir une politique agricole commune qui puisse permettre aux agriculteurs de trouver une stabilité, de répondre à ce que les attentes de la société européenne sont, c'est-à-dire une sécurité alimentaire, un aménagement du territoire, mais aussi une prise en compte de la problématique environnement, et ça, c'est un incontournable. Alors, est-ce que tout ce que vous décrivez, est-ce que ça coûte cher? Combien coûte la PAC? C'est une question usuelle. J'aurais presque tendance à dire, si vous me le permettez, que c'est, entre guillemets, bien évidemment, la tarte à la crème classique quand on parle de la PAC. Est-ce qu'elle coûte cher? Ce qu'elle coûte en montant, c'est chaque année une 50aine de milliards d'euros. Alors vous trouverez peut-être que dans la poche d'un individu, d'un étudiant, c'est important, c'est très important. Au niveau communautaire, il faut savoir que la PAC, c'est pratiquement la seule politique totalement intégrée de l'Union européenne. Elle représentera en 2013 un tiers du budget européen. Vous me permettrez d'avoir l'audace de dire que j'estime que ce n'est pas cher payé par rapport à ce qu'on attend et ce que la politique agricole commune nous procure. Ces 50 milliards d'euros, ayant en tête que ça représente à peu près 0,4% du PIB de l'ensemble des pays européens. C'est nettement moins que ce que l'ensemble de ces pays européens peuvent dépenser en termes d'argent public pour, par exemple, la recherche ou bien la défense. Nettement moins. Or, ces 0,4%, l'argent qu'on met dans la politique agricole, c'est pour quoi faire? Eh bien, c'est pour se nourrir. C'est pour se nourrir, c'est pour faire en sorte qu'on puisse avoir une politique aussi territoriale. N'oublions pas que l'agriculture et la forêt, ça gère 80% de l'espace rural européen. Donc je pense que 50 milliards d'euros, 0,4% du PIB, pour avoir une sécurité alimentaire, des produits sains et de qualité en quantité suffisante,
pour pouvoir gérer l'espace rural dans un souci réel et constant d'environnement, d'économie rurale, d'emploi dans les zones rurales, non, ce n'est pas cher. Et toutes ces décisions, comment sont-elles prises au niveau européen? Alors, avec le traité de Lisbonne, les décisions au niveau communautaire concernant l'agriculture ont évolué. Maintenant, tous les actes concernant la politique agricole commune se prennent en codécision, c'est-à-dire sont décidés à la fois par le Conseil, en l'occurrence le Conseil des ministres de l'agriculture européen, et le Parlement européen. Il faut bien avoir en tête que ce n'est pas les commissions qui décident, ce sont bien les États membres, ce sont bien les individus, les citoyens européens via le Parlement européen qui ont le pouvoir de décision par rapport à leur avenir, par rapport à l'avenir de leur agriculture, de la politique agricole commune. La Commission, qu'est-ce qu'elle fait dans ce processus? Eh bien, c'est vrai qu'elle a un pouvoir, une responsabilité, je dirais, très particulière. Elle a un monopole de proposition. C'est elle qui se doit de proposer les textes législatifs. C'est elle qui les propose et qui les met sur la table des discussions du Conseil et du Parlement européen. C'est un devoir, c'est une responsabilité, parce qu'il faut chercher dès le début, avoir en tête l'intérêt de l'ensemble des citoyens européens, de l'ensemble des 27 États membres et de trouver le bon compromis. Et ensuite, dans les discussions qu'il y a entre le Parlement européen, au sein du Parlement européen, au sein du Conseil des ministres de l'agriculture de l'Union européenne, et entre ces deux institutions, la Commission a aussi la charge de faire en sorte que les discussions se passent le mieux possible, que le compromis final respecte le mieux l'intérêt commun, l'intérêt de tous. Mais plus précisément et au quotidien, quel est le rôle du commissaire européen et de la Commission européenne pour le domaine agricole? Alors, je l'ai évoqué un peu quand j'ai parlé de comment on prenait les décisions dans la politique agricole commune. Le rôle de la Commission européenne et du commissaire européen, il faut bien avoir en tête donc le fait que la Commission européenne on lui a délégué, les États membres lui ont délégué le pouvoir, le monopole de proposition. Donc, sauf des cas très spécifiques où des propositions de textes législatifs pourraient venir spontanément, soit du Parlement, soit du Conseil européen, c'est bien la Commission qui doit mettre sur la table, qui doit proposer des textes. Prenons par exemple quelque chose d'éminemment d'actualité, qui est la réforme que nous allons devoir conduire de la politique agricole commune pour 2013. C'est un travail qui se prépare nettement en amont. Il y a, et le commissaire européen à l'agriculture Dacian Cioloș l'a voulu dès son entrée en fonction, il a voulu un large débat public pour pouvoir entendre tout le monde. Il nous faut, et la Commission se fait un devoir d'être à l'écoute de l'ensemble, non seulement de l'ensemble des États membres, des politiques, des élus, mais aussi de l'ensemble des citoyens, des organisations non gouvernementales, des clubs de réflexion et des individus. C'est pour ça que dans le cadre de la préparation de la réforme de la politique agricole commune pour l'après 2013, un grand débat public a été lancé via Internet, via des réunions dans tous les États membres pour avoir et recueillir avec précision les attentes des uns et des autres vis-à-vis de la politique agricole commune pour l'avenir, vis-à-vis de l'agriculture européenne pour l'avenir. À partir de là, charge à la Commission européenne d'élaborer des textes, des orientations qui soient le plus proches possible de l'attente commune qu'on perçoit et de proposer ce texte, bien évidemment, aux États membres via le Conseil et au Parlement européen. L'idée est bien évidemment ensuite de trouver le meilleur des compromis. Nous sommes 27 États membres, le meilleur des compromis, comme il est d'usage de le dire, et je crois que c'est très vrai, c'est pas
ce n'est pas forcément le compromis qui va être un immense succès pour un État membre, non. C'est celui qui va réellement prendre en compte l'ensemble des problématiques, où tout le monde sera gagnant et personne ne sera oublié. C'est un défi, nous en avons la responsabilité. Le commissaire européen Dacian Cioloș l'assume totalement et en a pleinement conscience. Il nous faut avancer ainsi, c'est la meilleure des méthodes. Par ailleurs, la Commission, vous le savez, a une fonction de gestion au quotidien qui est déléguée par les États membres pour mettre en œuvre la politique agricole commune, pour mettre en œuvre les grandes options qui sont décidées par le Parlement européen et par le Conseil des ministres. Et là, avant de prendre toute décision, elle recueille l'avis des représentants des États membres au sein de comités de gestion, c'est le terme consacré, pour pouvoir ensuite prendre des dispositions de gestion au quotidien, par exemple, pour ce qui est quand il y a des crises de l'intervention publique, de l'achat de stocks publics pour essayer de réguler au mieux les crises, ou bien de temps en temps, c'est de moins en moins fréquent, bien évidemment, dans la gestion des marchés, puisque nous sommes largement ouverts sur les marchés mondiaux pour aider à certaines formes d'exportation quand il y a des besoins intracommunautaires ou des besoins au niveau mondial de produits agricoles européens. Alors vous avez évoqué le défi de la négociation pour la PAC après 2013, mais quels sont les défis politiques auxquels sera confrontée la politique agricole et l'agriculture dans les prochaines années? Nous sommes à un tournant. C'est vrai qu'il faut aujourd'hui réformer à nouveau la politique agricole commune pour l'après 2013 pour répondre à ces défis. Quels sont-ils? Nous ne les sortons pas d'une boîte à chapeaux. Nous avons écouté dans le cadre d'un grand débat public qui a été lancé en avril dernier par le commissaire européen et qui s'est finalisé pour une première étape par une conférence en juillet 2010. Nous avons écouté l'ensemble des citoyens européens. L'ensemble des citoyens européens, qu'est-ce qu'ils nous disent en termes de défis? Qu'est-ce qu'ils attendent de l'agriculture communautaire, de la politique agricole communautaire pour l'avenir? Eh bien, ils attendent une politique agricole commune qui permette aux agriculteurs, à la filière agroalimentaire et agricole européenne, de répondre à un premier défi qui est le défi de la sécurité alimentaire. Il faut pouvoir avoir une agriculture qui produise des biens alimentaires de qualité, en quantité, pour répondre aux besoins de l'Union européenne, pour répondre aux besoins des marchés mondiaux, là où ils s'expriment, et dans le respect des économies des autres pays, et notamment des pays en voie de développement. Premier défi. Second défi, c'est un défi territorial. L'agriculture est à la base de l'économie rurale dans énormément des régions européennes. C'est quelque part la fondation. Or, quand dans une maison, si vous enlevez les fondations, il y a de fortes chances que vos murs s'écroulent. Il faut maintenir cette fondation, la renforcer, faire en sorte qu'on puisse bâtir dessus, et c'est ce qu'on nous dit. Il faut une politique agricole commune qui permette aux territoires d'être encore plus dynamiques via leur agriculture, via les synergies entre l'agriculture, l'agroalimentaire et les autres économies locales qu'on peut faire naître ou qu'on peut développer. C'est une question aussi d'emploi. C'est un défi pour l'Union européenne dans toutes les zones, mais n'oublions pas l'emploi en zone rurale. Ce sont des zones fragiles et l'agriculture et l'agroalimentaire portent énormément et peuvent apporter encore plus dans l'avenir. Troisième défi, le défi environnemental et le défi du changement climatique. Le changement climatique, personne ne peut l'ignorer, tout le monde doit le prendre en compte. Il a des implications énormes aujourd'hui, il y en aura encore demain. Il faut lutter contre le changement climatique, ayant en tête que l'agriculture, le monde agricole et le monde forestier gèrent 80% de l'espace européen, c'est tout l'espace rural. Qui peut être mieux à même que les agriculteurs d'apporter des réponses que l'on souhaite et que l'on attend au changement climatique? Eh bien, il faut les inciter à le faire et à le faire plus encore. Il faut aussi leur donner les moyens
de faire face au changement climatique. Car le changement climatique, on le voit bien cette année, on l'a vu l'année dernière, eh bien, c'est plus de volatilité sur les marchés, plus de volatilité sur les prix. Or, je ne sais pas comment quelqu'un qui travaille classiquement dans le milieu de l'enseignement, de moi-même, tout à chacun, comment on pourrait faire, comment on pourrait envisager si on nous disait, eh bien, votre revenu, votre salaire, demain, il est susceptible de varier d'une année à l'autre de plus ou moins 30%, plus ou moins 70%. Il faut qu'on puisse répondre à cela, c'est un défi. Et puis, il y a le défi de la diversité. Nous n'avons pas une agriculture communautaire, une agriculture européenne. Nous avons des agricultures. C'est une richesse. Cette richesse a été amplifiée avec l'adhésion de ce qu'on appelle les nouveaux États membres. Le fait d'avoir une Union européenne à 27 États membres, c'est une richesse. Nous avons une diversité d'agriculture. Il faut maintenir cette diversité d'agriculture. L'idée d'avoir un type d'exploitation agricole commune partout dans l'Union européenne qui devrait être compétitive sur les marchés mondiaux, je pense que c'est un leurre. Ce qu'il faut chercher à avoir, ce sont des agricultures qui répondent à des besoins de marché dans toute leur diversité, que ce soit des marchés locaux, nationaux, européens ou mondiaux. Et nous avons les différentes formes d'agriculture qui y répondent. Il faut les encourager à être plus compétitives, il faut les encourager à être pérennes et à se développer. Et le dernier, bien évidemment, c'est l'ouverture sur le monde. Nous ne sommes pas une île inaccessible dans le monde. Nous sommes largement ouverts, l'Union européenne est largement ouverte sur le monde. Premier importateur en termes de produits agricoles et alimentaires, premier exportateur aussi. Il faut que nous assumions notre responsabilité vis-à-vis des marchés mondiaux. Il faut que nous assumions notre responsabilité vis-à-vis des pays, et notamment des pays en voie de développement, des pays pauvres. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut que nous puissions être à leur côté pour qu'ils développent leur agriculture, qu'ils développent leur économie agricole et que par ailleurs, nous puissions répondre aux besoins qu'ils peuvent exprimer en termes d'importation là où ils ne peuvent pas développer leur propre production. C'est l'ensemble de ces défis auxquels il nous faut répondre pour l'avenir. C'est beaucoup. Je suis tout à fait confiant qu'on peut y répondre et qu'on peut y répondre par une politique agricole commune forte, efficace, mais aussi simple et compréhensible pour tout un chacun, pour tous les citoyens européens. C'est aussi un élément important qu'il nous faut avoir en tête. Nous savons et nous avons vu par ces débats publics que nous avons menés ces derniers mois que l'agriculture communautaire était quelque chose de très important pour les citoyens. Il faut qu'on puisse leur montrer que l'argent qu'ils mettent dans la PAC, qu'ils mettent volontiers dans la PAC, est bien employé pour les citoyens, ces citoyens européens, pour tous, pour nous tous, au jour le jour. La PAC, ce n'est pas une histoire d'agriculture, c'est une histoire de citoyens, c'est une histoire pour nous tous que l'on vit chaque jour et qui nous apporte chaque jour. Yves Madre, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.